Bonjour, dans la région du nord-ouest du Cameroun et précisément dans le département de Donga-Mantom, la situation socio-sécuritaire demeure des plus préoccupantes. Les autorités camerounaises ont visiblement perdu le sommeil face au massacre des civils survenu dans la nuit du 14 février 2020. L'armée et les groupes sécessionnistes désormais donc sur le banc des accusés. Le ministère de la Défense demande formellement les allégations mensongères à propos du rôle de l'armée camerounaise dans le massacre des civils dans l'arrondissement du Ndou, assurant d'ailleurs qu'il s'agit pour la sorte d'un malheureux accident après des échanges de tirs entre forces de sécurité et rebelles sécessionnistes. Du coup donc, la polémique monte et s'accentue par une certaine presse spécialisée dans la manipulation et la désinformation. En tout cas, c'est ce que semblent exprimer les sorties du ministre de la Communication et son homologue de la Défense. Les réseaux sociaux sont désormais, et comme à leur habitude, mis à contribution pour ternir l'image d'une armée camerounaise restée professionnelle jusqu'ici, en quoi d'ailleurs les autorités de ce pays. Mais au-delà de cette situation préoccupante, que peut-on retenir de la gestion de la crise que secouent d'ailleurs les régions anglophones il y a près de 3 ans déjà? Peut-on s'interroger sur l'attitude des populations concernées? Le communiqué d'ailleurs du ministère de Défense, datant d'ailleurs du 17 février 2020, établit pourtant les faits et déclare l'ouverture d'une enquête. Quelles peuvent alors être les conséquences d'un tel incident et pourquoi l'opposition camerounaise et les ONG locales accusent l'armée alors même que la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, appelle plutôt au calme? Autant de questions qui suscitent notre attention ce matin. Bienvenue donc à l'instant du débat sur la télévision. Bienvenue à la Palabre intellectuelle. Bienvenue à l'Air Rouge de ce samedi 22 février 2020. Asseyez-vous donc confortablement. À bientôt la grande messe matinale. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin dans le cadre de ce débat matinal. C'est bel et bien les Roches de ce samedi 22 février de l'an de grâce 2020. La thématique d'ailleurs, elle est désormais connue et elle est d'ailleurs unique ce matin. Il s'agit bel et bien de cette situation préoccupante dans la région du nord-ouest et précisément dans l'arrondissement de Ndou et si vous voulez bien en Gabou, où des échanges de tirs qui se sont déroulés le 14 février dernier alors même que les amoureux faisait d'ailleurs recouler le grand amour. Il y a donc une tuerie au nord-ouest du Cameroun et cette situation devenue plus que jamais préoccupante laisse désormais la voie libre à quelques oiseaux de mauvaise augure, pourquoi pas, pour ternir davantage l'image de cette armée restée jusqu'ici professionnelle. Nous allons donc essayer de comprendre ce matin cet acharnement, quelles sont les conséquences et surtout les premières leçons qu'on peut tirer d'une bavure plus ou moins attribuée aux uns aux autres. Nous allons y voir avec nos panels là sur ce plateau ce matin. Une fois de plus, bienvenue donc sur ce débat matinal. Invité donc au débat du jour, Didier Imkwa. Il est déjà dans ce studio. Didier, bonjour et bienvenue donc sur ce débat matinal. Bonjour Popin, je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média de la planète. Tu me permets de me soustraire à un rite sacrificiel qui est une identité africaine, rendre hommage à tous nos Camerounais, tous nos compatriotes qui sont tombés
au nord-ouest meurent gratuitement. Je suis très très affecté, je suis très très touché. C'est horripilant de voir comme ça des maisons qui sont parties en fumée, des femmes qui sont massacrées, éventrées, en gestation, éventrées, des enfants qui sont comme ça interdits d'aller à l'école, toute une économie qui est morte, tout simplement parce que derrière il y a des intérêts égoïstes, il y a des intérêts individuels, il y a des manipulateurs manipulés. C'est quelque chose de horripilant, comme je l'ai dit. On ne comprend pas. Certains acteurs se comportent aujourd'hui comme des charognards. Les régions du nord et sud sont devenues une charogne pour un certain nombre d'entrepreneurs du chaos. Nous allons comprendre tout le long de cette émission comment il a pu se construire un processus de criminalisation du conflit du Nozo sous fond d'économie de guerre. Une fois de plus, merci de m'avoir invité à ce débat. Je salue tous les Camerounais, je salue tous les techniciens grâce à qui nous pouvons être en monovision, échanger avec les autres compatriotes de l'autre côté du monde. Je salue comme ça le président Obiang Nguema Bazogo, grâce à qui il a pu démontrer que l'Afrique n'est pas seulement l'Afrique de guerre, n'est pas seulement l'Afrique du sida, mais c'est aussi une Afrique qui est préparée à rentrer dans la postmodernité. Et bien évidemment, il faudra rappeler que ce programme est à multiplex, forcément avec des contributions de la base de Yaoundé aussi. Nous attendons toujours également quelques invités sur ce plateau central. Forcément, nous allons y aller. Didier Ibkoua, vous avez donc la responsabilité d'ouvrir ce débat. Forcément, on va le voir ici. Les éléments du 14 février restent encore gravés dans la mémoire des Camerounais, il faut le dire ainsi, et même la communauté internationale qui s'en est indignée. Alors, quelles sont, selon vous, les premières leçons qui peuvent se dégager d'une telle situation? D'abord, Pépin, un mort, c'est un mort de trop. Un mort, c'est un mort de trop. Lorsqu'on est traversé par une once d'humanité, il est quand même ridicule que le débat sur le conflit du Nozo, sur ce qui s'est passé à Garbou, soit fixé sur le nombre de morts. Moi, j'ai trouvé ça dégradant. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. C'est déshumanisant qu'aujourd'hui, certaines personnes cherchent peut-être à grossir ou bien à réduire le nombre de morts. Et ce qui est regrettable, j'ai oublié quelque chose, de rendre un vivant hommage aux forces nationales de défense et de sécurité. Notre force aujourd'hui qui est construite sur une âme, ce qu'on appelle, c'est presque un leitmotiv, armée-nation. On sait aujourd'hui que c'est grâce à cette armée-là que nous pouvons nous déambuler en ce studio sans inquiétude. On sait que c'est grâce à ces éléments-là que, à l'extrême nord, nous n'avons pas pu perdre 1 km² à cause des incursions des terroristes de Boko Haram. On sait que c'est grâce à ces armées-là, cette armée-là, qu'aujourd'hui, au niveau des frontières de l'Est, le conflit s'est stabilisé. On sait très bien que c'est grâce à ces éléments-là que nous pouvons discuter, échanger. Donc, il est inadmissible qu'on cherche aujourd'hui à jeter l'opprobre sur cette institution d'honneur, sur cette institution qui fait aujourd'hui que le Cameroun peut compter parmi les grandes puissances militaires en Afrique. Pourquoi pas au monde? Parce que c'est un exemple cité un peu partout dans les écoles de guerre. Je tiens cela d'un professeur de guerre de l'ENIA, que notre armée, comme tu l'as si bien dit, a pris la première parole, est une armée professionnelle, est une armée dans laquelle on trouve quand même des éléments qui ont fait des très très grandes études, qui ont fait des études très pointues. Voyez-vous, l'armée au Cameroun est le corps où vous trouvez les plus brillants spécialistes. Vous comprenez? On ne le dit jamais assez. C'est là où vous avez tous les spécialistes qu'on l'on peut avoir dans le monde entier. C'est dans les forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas de guerre propre. Lorsqu'il y a une guerre n'est pas une séance d'équitation. La guerre est toujours sale. Il faut le dire. Il y a des effets collatéraux, on a vu partout. Il y a toujours une guerre. La guerre n'est jamais propre. La guerre, c'est une guerre sale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne devait pas s'arbouter ou bien fixer tout le débat sur le nombre de morts.
Un mort, c'est un mort de trop. C'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas l'homme qui doit ôter la vie à son compatriote ou bien à son semblable. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis un certain temps, vous allez voir que ceux qui incriminent notre force de défense et de sécurité, c'est les mêmes, c'est les acteurs qui sont connus, mais qui n'ont jamais un instant demandé aux ambazoniens ou aux sécessionnistes de déposer les armes. La position du FSCC est claire. Le FSCC est un parti politique dont le président s'appelle Issa Chioma Bakari. Il est ministre aujourd'hui dans le gouvernement. Il a pris position. On peut débattre avec tout le monde à condition que les armes soient déposées. Un pays, un État au sens de la Convention des Westphaliens n'a qu'une seule armée. L'armée en face, c'est des insurgés. Donc on ne peut pas mettre sur une même balance les groupes armés et les forces nationales de défense et de sécurité. C'est impossible. C'est pour cela que, en fait, j'ai toujours demandé à ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de construire un processus de criminalisation sous forme d'économie de guerre, Pépin, il faut le dire, pourquoi ils n'ont jamais demandé aux ambazoniens de déposer les armes? Ils le feront jamais. Parce qu'ils tirent des intérêts colossaux là derrière. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Vous savez, à l'orée du multipartisme en 1990, nous avons connu des grands acteurs politiques qui étaient devenus des passeurs, qui ont développé l'immigration clandestine. Vous comprenez? Ils faisaient voyager leurs militants, les faire passer pour des prisonniers politiques. Les exilés politiques. Pour des exilés politiques, pardon. On a connu ça. Et c'est la même chose aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui du côté au Cameroun, du côté du Mongo. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont tapis dans l'ombre, qui en font une activité commerciale. C'est pour ça que je parle de fonds économiques, l'économie de guerre. Ils font voyager des gens pour les faire passer, pour les faire passer, comme tu l'as si bien dit, d'exilés politiques, qui sont menacés par la guerre. Pour chasser de leur nation. Mais vous avez aussi ceux qui s'enrichissent grassement parce qu'ils sont devenus des négociants d'armes. Vous avez aussi le fait que des gens là-bas, c'est devenu un omaslan, des gens qui font des trafics illicites, des produits comme du carburant, qui font la drogue, qui font beaucoup de choses, qui n'aimeraient pas aujourd'hui que cette guerre cesse. Sans oublier le marchandage des armes aussi. Il faut le préciser. Il faut dire la vérité, vous comprenez. Ils sont soit les acteurs de la société civile, qui sont devenus des roublards, des entrepreneurs de chaos, ils sont soit des politiques, et il faut aussi dire que le conflit du Nozo n'est plus seulement l'affaire des anglophones. Le conflit du Nozo, lorsque je parle du processus de criminalisation, a été franchisé par des Camerounais. Il ne faut pas aussi exclure l'intérêt politique. Les gens pensent qu'il faut tuer, continuer à tuer, pour susciter la clameur, l'émoi, l'effroi de la communauté internationale qui doit placer une force d'interposition dans le Nozo et pousser le président Biya, l'hégémon central, à discuter en position de faiblesse. C'est pour cela que vous avez une femme comme Madame Kawala, qui aujourd'hui, lorsqu'on parle des morts, son problème c'est qu'il faut une transition sans Paul Biya. Donc il faut intégrer aussi dans ce processus de criminalisation le fait que il y a un problème au niveau, il y a la bataille des réseaux au niveau du au niveau du pouvoir central. Les gens pensent que même avec cette guerre, on peut faire tomber le régime. Vous comprenez? C'est pour ça que je l'ai dit, j'ai cité Madame Kawala. Tout son problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une rupture démocratique, qu'il y ait une transition sans Paul Biya. C'est pour cela que leur rêve, c'est d'appeler, à chaque fois cette force d'interposition, faire croire que l'armée camerounaise est une armée de colonisation, c'est une armée qui donner le visage répétitif à cette armée-là, c'est inadmissible. Tout à fait. On va y revenir, Didier Yumpoa. On va donc proposer à nos téléspectateurs de suivre cette sortie du ministre de la Communication qui voudrait quand même repréciser les choses. Avec le concours, la réalisation, nous allons suivre un peu. Les forces nationales de défense et de sécurité viennent une fois de plus de faire l'objet d'affabulations et d'allégations mensongères.
dans la lutte qu'elle mène pour un retour à la vie normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. En effet, des images d'une cruauté insoutenable ont circulé en boucle dans les médias sociaux le samedi 15 février 2020, laissant entrevoir des corps calcinés, tout en indiquant qu'il ne s'agissait là que d'un reflet du massacre des populations perpétré la veille au village Ngarbou, arrondissement de Ndou, département du Ndongamantoum, dans la région du Nord-Ouest. Sans la moindre investigation préalable, ni quelque recoupement des données factuelles que ce soit. Plusieurs activistes politiques, détracteurs invétérés, se présentant sous des étiquettes de spécialistes des droits de l'homme, de leaders ou de porte-parole de partis politiques, ont immédiatement investi des médias nationaux et internationaux pour imputer la responsabilité des conséquences de cet incident aux forces nationales de défense et de sécurité par des déclarations intempestives et infondées. Au demeurant, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, dans un communiqué de presse en date du 17 février 2020, a formellement démenti ces allégations outrancières et mensongères et restitué les faits tels qu'ils ressortent d'un recoupement entrepris avec promptitude et diligence par les services spécialisés. Il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants, tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité en Ngarbou. Car il s'agit de vies humaines, celles de compatriotes en proie aux menaces quotidiennes des bandes armées sans foi ni loi, et que nos forces de défense présentes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont pour mission essentielle de sécuriser et de protéger. Le gouvernement de la République, par ma voix, et à la suite de ce démenti, entend apporter les précisions suivantes relatives à cette situation. Depuis de longs mois, en effet, les forces nationales de défense et de sécurité ont réussi à prendre le contrôle et à sécuriser le nœud routier de Ntumbo, voie de passage de tous les trafics illicites qui inondent le département du Bouy, dans la région du Nord-Ouest, notamment les villes d'arrondissement que sont Elak, Oku, Jakiri, Kumbo, Mbiam, Nkoum et Nkor. C'est ainsi que les bandes armées qui sévissaient dans cette zone, semant la terreur et la désolation auprès des populations, ont trouvé refuge dans un hameau périphérique dénommé Ngarbou pour y installer leur base arrière et réorganiser nos raquettes des usagers tout en perpétrant des exactions innommables sur l'axe menant à Ntumbo. Alertées par les populations, les forces de défense et de sécurité se sont alors déployées en Ngarbou en opération de reconnaissance le samedi 15 février 2020. Dans le vif de l'action et non loin du repère choisi par les rebelles sécessionnistes comme espace logistique de stockage des marchandises illicites, d'armements et de munitions de divers calibres, ainsi que des produits frelatés de contrebande, des stupéfiants et des amulettes, les éléments de nos forces de défense ont été violemment pris à partie par un groupe d'individus lourdement armés. Faisant face avec vigueur et professionnalisme,
les forces légales composées de 6 éléments d'élite ont su riposter énergiquement, en neutralisant 7 assaillants et mettant en déroute d'autres individus du groupe des sécessionnistes armés. Au cours des accrochages qui ont eu lieu, un incendie s'est déclaré dans un refuge fortifié qui contenait des explosifs et des produits inflammables stockés par les rebelles armés. Il s'en est suivi des explosions, puis des langues de feu qui se sont propagées jusqu'aux habitations voisines. Comme cela a été indiqué dans le communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, le bilan de cet incident après recoupement fait état de 5 morts, une femme et 4 enfants. En regrettant profondément cet incident malheureux, dans une région où l'armée camerounaise s'emploie sans relâche et sans compter à ramener la paix et la sécurité, je veux ici transmettre aux populations et particulièrement aux familles éprouvées les sincères condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, ainsi que le réconfort du gouvernement de la République. En tout état de cause et sur les très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, une enquête a immédiatement été ouverte en vue des clarifications approfondies de tous les aspects liés à cet incident. Au-delà des stigmatisations et des calomnies injustifiées dirigées contre nos forces de défense et de sécurité, il convient de relever pour les magnifier les vertus remarquables qui distinguent notre armée. Une armée d'élite, une armée forte, crédible, professionnelle et mature, dont l'activité au quotidien repose sur les sacro-saints principes du respect des institutions républicaines et de la défense de la nation avec honneur et fidélité. C'est le lieu de préciser que dans leur mission à la fois légale et légitime, et au prix de sacrifices incommensurables, nos forces de défense et de sécurité s'attellent à anéantir avec toute la mesure prescrite par le haut commandement et dans le strict respect des principes fondamentaux du droit humanitaire axés sur la protection des personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieillards et les handicapés, à annihiler la terreur, l'horreur et l'abomination, pour tout dire, la dynamique macabre instaurée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par les bandes armées sécessionnistes. Il faut dire également que dans l'accomplissement de leur mission régalienne, les forces camerounaises de défense et de sécurité sont appelées à poursuivre les groupes armés dans leurs retranchements, situés dans les forêts et quelquefois dans les habitations des populations. Il convient de signaler par ailleurs que dans leurs entreprises criminelles, dirigées contre des populations non acquises à leur cause et contre nos forces de défense et de sécurité, les bandes armées utilisent des techniques de couverture visant à semer la confusion, à la fois parmi ces populations et dans l'opinion, en arborant des treillis militaires pour faire incriminer les forces armées camerounaises. Or, comment penser un seul instant qu'une armée aussi disciplinée et aussi citoyenne que la nôtre puisse perpétrer des actes de pillage des biens civils et des massacres des populations dont elle a vocation à assurer la protection et la sécurité. En aucun cas dans le nord-ouest et le sud-ouest,
nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises. Le gouvernement s'inscrit donc en faux contre les accusations fantaisistes et gratuites portées par des activistes politiques, par les commanditaires des bandes armées sécessionnistes, par des organisations non gouvernementales, ainsi que par certains médias nationaux et internationaux contre nos forces de défense et de sécurité. De même, il y a lieu de s'étonner de la crédulité de ces différents acteurs qui accordent du crédit à des allégations fallacieuses tirées de sources quelconques et dépourvues de toute fiabilité, au point d'en faire hâtivement des certitudes et des vérités établies, toutes choses qui traduisent leur mauvaise foi et leur état d'esprit voué en permanence à l'instrumentalisation et à la manipulation de l'opinion. Le gouvernement camerounais dénonce avec force toutes ces manœuvres dont la finalité est de nuire à l'image du Cameroun et de jeter systématiquement l'anathème sur nos institutions et notre armée au moment même où viennent de se dérouler avec succès, transparence et équité sur l'ensemble du territoire national, les opérations de vote relatives au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. C'est pourquoi le gouvernement en appelle à la responsabilité et à la solidarité de tous les pays amis qui continuent d'héberger les commanditaires de ces actes de violence et de barbarie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, lesquels répandent sans cesse des contre-vérités sur la situation réelle dans les régions concernées et sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement camerounais en appelle particulièrement à la vigilance de la communauté internationale au regard du flux des fausses informations diffusées de façon pernicieuse à travers les masses médias classiques et cybernétiques dans le but de nuire au Cameroun. Enfin, s'agissant principalement de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, force est de constater une amélioration progressive de la situation grâce à la prise en compte et à la mise en œuvre rapide par le chef de l'État des recommandations issues du grand dialogue national, avec notamment à la clé l'accélération du processus de décentralisation et l'octroi d'un statut particulier à ces deux régions. En outre, fidèle à sa volonté de paix, le président de la République vient une fois de plus de lancer un appel pressant à ses jeunes compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui se sont laissés enrôler dans des bandes armées et qui continuent d'entretenir un climat d'insécurité dans ces deux régions, à déposer les armes, à l'exemple de ceux nombreux qui l'ont déjà fait et qui vivent tranquillement au sein des communautés. Il va sans dire que l'engagement et l'implication effectifs de ces filles et fils repentis du nord-ouest et du sud-ouest seront déterminants dans le processus de rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale dans les dites régions et partant sur l'ensemble du territoire national. De l'avis général, les efforts entrepris et les mesures prises par le chef de l'État ont été bien accueillis et salués par tous nos concitoyens et par nos partenaires de bonne volonté et de bonne foi. Les signes sont perceptibles et les faits visibles
qui incite chaque jour un peu plus à l'optimisme. Aussi, le gouvernement de la République, par ma voix, lance-t-il un vibrant appel à tous, afin que tout soit mis en œuvre, non pour attiser les tensions comme le font certains, mais pour soutenir sans réserve tout ce qui peut concourir au retour à la paix, à la vie normale et à la consolidation du vivre ensemble dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, c'était donc, il faut dire, la position du gouvernement camerounais par le biais de son porte-parole, le ministre de la Communication, René Emmanuel. C'est-à-dire, il convient quand même de préciser à nos téléspectateurs que cette communication a été faite aussi bien en langue française qu'en langue anglaise. Mais nous avons choisi une langue française, il fallait faire le choix. Nous avons fait le choix de cette langue que nous avons cru donner à la portée de tout le monde entier. Alors, Didier Imkoa, voilà donc le gouvernement camerounais qui semble dans une sortie assez musclée de son ministre de la Communication, qui rétablit également les faits, mais davantage essaie de fustiger ce groupe, ces bandes armées qui jusqu'ici ne répondent pas à l'appel du président de la République. Alors est-ce que cela remet en cause la gestion de cette crise dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Qu'est-ce qui remet en cause? Je voudrais dire, c'est la gestion de cette crise est remise en cause, c'est-à-dire pour dire, est-ce que cette crise est gérée de la manière la plus lucide au point où les communications ne semblent pas passer? Non. Les communications gouvernementales ne passent pas pour des raisons évidentes. La première cause est d'abord le fait que le discours gouvernemental est désacralisé. Parce qu'il y a un problème de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et puis, il ne faut pas aussi ignorer que nous sommes en démocratie et les gens ne sont pas obligés d'accepter ou bien de gober ce qu'il vient en face. Donc, tout est politisé. Donc, il y a ce problème de confiance. Le discours gouvernemental, étatique est désacralisé. Mais il y a aussi le fait que en face, on tente à grossir les faits pour des raisons évidentes. D'abord, le ministre, le MINCOM, a cité un certain nombre d'acteurs qui vont dans ce sens. Il a parlé par exemple des ONG. Évidemment, ces acteurs de la société civile-là le font parce qu'il faut justifier les fonds qui sont mis à leur disposition pour ces sales besoins. Il faut dire la vérité. La plupart de ces ONG-là, ces acteurs de la société civile, sont financés, il faut dire la vérité, sont financés par des manipulateurs, par des négociants des ressources minières. On sait très bien comment ça se passe. La preuve, c'est que si vous leur demandez, par exemple, chaque année de faire leur bilan financier, ils ne le feront jamais. Il y a aussi le fait qu'il faut justifier l'immigration clandestine des exilés politiques. C'est pour ça que j'ai parlé de la criminalisation sous fond de commerce. Ensuite, il faut aussi susciter l'émoi de la communauté internationale pour faire croire que le Cameroun, pour donner un visage répressif au Cameroun, pour faire croire que notre armée, les forces de défense et de sécurité, sont une armée d'occupation. Non, c'est l'armée régulière qui aujourd'hui se trouve dans les régions du Nord et Sud, pour protéger les populations. Je ne sais pas comment les militaires, les éléments des forces de défense et de sécurité peuvent tirer sur une population qui auparavant est allée voter. Parce qu'il faut le dire, nous étions là, nous n'étions pas très loin. Le 14, nous sortions quand même du double scrutin du 9 février. Vous comprenez? Donc cette armée n'est pas une armée d'occupation, ni une armée d'interposition, c'est une armée qui est là pour protéger les populations. Donc il y en a, il a parlé des acteurs politiques, des activistes politiques, évidemment, qui suscitent l'émoi de la communauté internationale, qui pensent que rapidement cette communauté internationale peut mettre une force d'interposition dans le Nord et contraindre le chef de l'État qui a tendu la main, qui jusqu'aujourd'hui a la main tendue, qu'il veut
débattre, qui veut discuter, malgré que beaucoup de choses ont été déjà faites. Le ministre a cité par exemple le statut particulier du NOZO, qui n'est pas très loin du fédéralisme. Je demande aux gens qui ne croient pas à la main tendue du chef de l'État d'éplucher page après page la constitution, la loi sur la constitution fédérale de 1961. J'ai eu le privilège de les lire. Ce n'est pas différent du fédéralisme. Savez-vous, monsieur Pépin, sais-tu, monsieur Pépin, il y a votre confrère Béchi Ben Yamed qui a fait un éditorial fort éloquent parlant de la plus grosse erreur de monsieur Yasser Arafat, qui est mort aujourd'hui, sa plus grosse erreur dans la crise du Proche-Orient. Et il a dit ceci, il disait ceci, que un jour, lorsque la communauté internationale, l'ONU, pour ne pas nommer, lorsque l'ONU a décidé de prendre une résolution pour le processus d'autodétermination de l'État de la Palestine par rapport à Israël, on a invité M. Yasser Arafat aux États-Unis, à l'ONU, pour parapher cette résolution. Pour y aller, il a fait escale en Tunisie. À l'époque, le cheval de Carthage, comme on l'appelait ainsi, M. Habib Bourguiba, lui avait tenu ce langage. Il lui avait dit: Monsieur Yasser Arafat, je sais que vous n'êtes pas très d'accord avec cette résolution, mais je tiens à vous rappeler que lorsque vous demandez le corps, si on vous donne le bras, prenez-en avant de continuer à revendiquer. Mais tu dois savoir, mon cher ami, que si tu ne signes pas ces résolutions, tôt ou tard tu vas regretter, parce que les Israéliens n'attendent que ça pour coloniser toutes les terres de la Palestine. Évidemment, il lui a répondu que non, il ne peut pas signer ces résolutions parce qu'il y a sa formation politique, il y a le Hamas, il y a d'autres groupes terroristes qui vont l'assassiner. Il lui a répondu que non, lorsqu'on est un chef d'État, on marche avec son cercueil. Évidemment, M. Yasser Arafat est arrivé aux États-Unis, à l'ONU, il n'a pas signé la résolution, et quelques années après, aujourd'hui, on se rend compte que M. Habib Bourguiba avait raison. Pour dire quoi? Les gens devaient prendre la main tendue du chef de l'État. Vous comprenez? Donc, les gens ne devaient pas rester là, penser que en installant par exemple une force d'interposition dans le NOZO, on va contraindre le chef de l'État à discuter en position de faiblesse. Ça me rappelle de Marcosi. Donc je crois qu'il faut faire attention, parce que tous ceux-là aujourd'hui qui se comportent comme les charognards, le jugement du sang est impitoyable. Ok. On prend cet appel. C'est vrai qu'on va demander à la réalisation de nous afficher déjà les codes d'accès pour notre standard, pour permettre à ces téléspectateurs qui nous suivent de réagir également en direct sur ce programme. Et nous avons ce maillot jaune ce matin. Il s'appelle Daniel. Il appelle depuis Douala au Cameroun. Bonjour Daniel. Bonjour monsieur Raoul Pépin Bena. Je dis bonjour également à monsieur Didier Yimkwa. Vraiment, Raoul Pépin Bena, j'espère que vous allez me laisser m'exprimer de façon que vous n'allez pas me couper. Je vous en prie. Je dis encore bonjour à monsieur Didier Yimkwa. C'est un grand homme et je fais de ses propos miens. C'est-à-dire, je prends ça à mon compte. Monsieur Didier Yimkwa, je prends ça à mon compte. Vous êtes un grand homme. Vraiment, je vais dire une chose, monsieur Raoul Pépin Bena. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce pays. Il y a des choses qui se passent au nord-ouest et au sud-ouest. Le Cameroun est en danger. Le Cameroun est menacé. Comment peut-être que les gens veulent tout politiser au Cameroun? Notre armée au nord-ouest est au Cameroun. Et notre armée est en train d'assurer la sécurité de la population. Le président a tendu la main à ces gens-là de déposer les armes. Plusieurs fois. Il leur a dit que si vous ne déposez pas les armes, vous allez voir ce qui va se passer. Et lorsque vous venez avec les armes, on va s'opposer à vous, les armes. Là, le ministre a bien dit, il y a eu affrontement. Et lors de cet affrontement-là, n'est-ce pas, qu'il y a eu certains dégâts. Donc on parle souvent de dégâts collatéraux. Ça arrive, ce n'est pas un terme qu'on a créé, c'est cela. Ce qui peut passer dans le monde. On regrette les morts, mais je dis, tout ce qui arrive est qu'il y a plusieurs personnes qui soutiennent ça. Je commence d'abord par les organes de presse et consorts. Il y a plusieurs organes de presse au Cameroun
C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont opposants au régime en place. C'est-à-dire que ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest là, tout ce qui se passe, ils n'ont jamais dit aux Abangouniens de déposer les armes. Ils n'ont jamais dit ces organes, c'est-à-dire que ce prometteur d'organes de presse, ils n'ont jamais dit cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que Biya parte, que Biya doit partir. Autre chose, il y a certaines ONG, notamment le REGAT au Cameroun. C'est-à-dire que c'est comme si ces gens-là n'attendent qu'il y ait mort. C'est comme si ces gens-là souvent prient. C'est comme s'ils prient qu'il y ait mort au nord-ouest et au sud pour qu'ils sortent pour accuser l'armée et le régime en place. Ces gens-là, lorsqu'on tue les militaires camerounais, ils n'ont jamais fait une sortie. Monsieur Raoult Pépin Béna, je vous assure, je dis que vérifiez bien, lorsqu'on tue les militaires camerounais, ces ONG n'ont jamais fait une sortie. Mais dès que l'armée se met à tuer les Ambazoniens, s'ils sèment la terreur là-bas, ces ONG sortent. Le REGAT est consort. Pourquoi? Parce qu'ils sont financés par ces gens qui veulent détruire ce pays et voler nos richesses. C'est la guerre du pétrole qui se déroule, monsieur Robert. Au nord et au sud, c'est la guerre du pétrole, ce n'est pas autre chose. Et le régime de Yaoundé est un homme dur. Le régime de Yaoundé est un homme dur entre les mains de ces gens-là. Il a décidé de ne pas se faire marcher dessus. C'est un homme dur. Autre chose, on parle de Mme Kawala. Mais Mme Kawala, nous avons les informations que la femme là soutient le maire militaire camerounais. La femme là soutient quand on tue les militaires camerounais. Elle soutient ça. Elle soutient ça. Lorsqu'on tue les militaires camerounais, elle est contente. Elle est contente. Et je suis sidéré. Elle appelle que l'ONU, les gens viennent intervenir au Cameroun. Et il y a certains Camerounais qui soutiennent ça. Mais je suis dépassé. La Libye ne dit rien aux gens. Oh là là, mais il est parti. Certainement, nous allons le retrouver un instant. Prenons Patrice Kwangem qui nous appelle depuis l'Allemagne. Bonjour, Patrice. Oui. Bonjour à toi, mon cher frère, monsieur Pépin Béna. Merci d'être là pour nous ce matin. Un bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonjour sans la liste de techniciens, ces braves hommes et femmes. Bien sûr, un bonjour à ton panéliste aujourd'hui. Alors, mon cher frère, je vais commencer déjà par dire que oui, il est vrai que les catastrophes arrivent lorsque les aléas rencontrent la vulnérabilité. Je dis qu'il est vrai que les catastrophes arriveront toujours lorsque les aléas rencontreront la vulnérabilité. C'est une leçon même de vie individuelle à apprendre et à savoir anticiper pour que ça n'arrive pas. Donc, ça veut dire que chaque individu, comme chaque chef d'État, devrait travailler avec son gouvernement afin de réduire au maximum les vulnérabilités. Je m'explique. Parce qu'il est tout à fait vrai que certaines ONG, pas toutes les ONG, heureusement il y a des ONG qui bossent très bien dans nos États, certaines ONG véritablement ne vivent que parce qu'il y a toujours, le chaos. Ne vivent que par ça. Ce n'est pas seulement une affaire du Cameroun, c'est partout dans le monde, c'est ainsi, c'est prouvé, c'est connu. On ne va plus réinventer ça ici. Mais il y a des ONG qui bossent à nous donner des chiffres qui sont vrais, parfois qui ne plaisent pas au régime. Et quand ils donnent des chiffres qui plaisent au régime, on ne parle pas d'eux. C'est comme ça avec l'Église. Quand l'Église donne des chiffres sur le terrain qui arrangent le gouvernement et le régime en place, ils ne sont pas attaqués. Mais dès lors que l'Église donne autre chose, tout de suite, l'Église est traitée de tout. Les mots de la terre. C'est ça, il faut comprendre de manière froide comment cette dynamique-là fonctionne. Donc moi, je dis ceci. Votre panéliste a dit quelque chose de fondamental lors de son développement. La communication gouvernementale manque de crédit. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Je le dis ici depuis plus d'1 an. Ce n'est pas une magie. Il faut simplement disséquer comment le gouvernement en place et surtout le chef d'État se comporte. Quand vous voyez
pour des scandales, les détournements, des scandales, à n'en plus finir, sans qu'il y ait d'enquête et de résultats, alors qu'on connaît à peu près les fauteurs de ces scandales-là, la canne et tout le reste, et on peut en citer plusieurs comme ça, Ezeka, les morts et tout ça là. Vous croyez que le peuple est fou? Vous croyez que le peuple a été totalement zombifié, qu'on va faire n'importe quoi et les gens vont seulement rester là à accepter? Non, ils ont manifesté ça lors des élections législatives dernièrement, par le boycott. Donc, quand il y a tous ces scandales et qu'il n'y a pas, et qu'il y a une impunité manifeste, on reforme un gouvernement et rien ne change. Mon cher frère, c'est de l'injure, c'est du mépris venant de la tête de l'État au peuple. Et ce peuple-là n'est pas fou, je vous le dis. Les jeunes, comme les plus vieux, ne sont pas fous. Ils ne sont pas tous drogués, disons comme ça, ils ne sont pas des zombies. Ils comprennent cela et attendent simplement le moment pour frapper. C'est ça le grand danger. Quand on n'anticipe sur rien, quasiment, on anticipe presque sur rien. On a l'impression qu'on a un pays où la manette gouvernante est totalement absente. On n'anticipe presque sur rien. On est toujours en retard. Ce n'est pas le premier cas ici où, dans la communication gouvernementale, on est en retard. Je peux vous citer, puisque moi, au moins, j'archive. Des cas comme ça. Et quand c'est tellement récurrent... Merci à vous, Patrice Kwangen. Tessel nous attend aussi depuis quelques instants. Bonjour et bienvenue sur le plateau des Lignes Rouges. Est-ce que Tessel serait parti? Ok, bonjour monsieur le journaliste Bella Bella, bonjour à votre invité, bonjour aux techniciens et à ma chère Honorée qui est à la partie technique. Moi je voulais d'abord pour commencer votre sujet, je voulais poser la question à mon directeur de Afrique Média parce que ça fait un moment que les figures des Amazones de Afrique Média ont disparu parce que je vois ces femmes-là rarement. Maintenant sur Afrique Média, et ma question s'adresse au directeur de Afrique Média. Maintenant, je reviens sur votre question, monsieur le journaliste. Parce que, quand je vois les gens aujourd'hui en train de venir sur les plateaux d'Afrique Média, en train de parler, avant que cette guerre a commencé, qu'est-ce que nous avons dit à votre président, le président Biya? Il suffit parce que la guerre, on ne sait pas comment quand la guerre commence, on ne sait pas quand elle va s'arrêter. C'est la moindre des choses. Nous, on disait que il est mieux que le président Biya aille voir ceux qui ne sont pas contents, ces enfants qui ne sont pas contents. Il y avait des gens qui venaient sur le plateau d'Afrique Média qui disaient que pourquoi discuter avec des bandits, pourquoi discuter avec des assassins? Voyez maintenant ce qui se passe. On tue des enfants, on tue des femmes. Et cette guerre qui n'a ni tête, aujourd'hui, ça continue à tuer des gens inutilement. Si le président Biya avait pris son temps de calmer cette guerre dans l'immédiat, il n'y aura pas ce genre de truc. Parce que nous-mêmes, on attire toujours les abeilles sur nous les Africains. Parce que quand on parle, on en parlait pour faire des discours à deux balles. On ne parle pas pour conscientiser les gens, mais on parle parce que moi, c'est moi qui suis là. C'est moi qui fais ça. C'est ça qu'on veut voir toujours comme l'homme noir. Il n'a jamais agi pour faire quelque chose de mieux. Parce qu'aujourd'hui, si les conseillers de président Biya avaient accepté ce que nous avons dit depuis lors sur cette télévision, il n'aurait pas arrivé ce genre de truc aujourd'hui. On n'avait pas accusé l'armée qui est en train de défendre la population. Il y a des voyous qui sont cachés à l'ombre, qui font ce travail, et on met ça sur l'armée. Parce que il est mieux de guérir que il est mieux de prévenir que de guérir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si le président Biya, il avait attendu dans l'immédiat, tuer ça directement, et tout fait ça directement, il n'aura pas ce genre de truc. C'est ça la vérité. Parce que ça vous fait mal, parce que quand on dit le nom de Biya, qu'on l'accuse, certains se plaignent, mais il faut que celui qui est là, quand il ne fait pas son travail, il faut qu'on le critique. Même si c'est ton père, si c'est ton oncle, il faut que vous acceptiez cela, parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est pas normal. Parce que moi, je mets ça sur le président Biya,
parce que ça vous fait mal. Et quand j'accuse votre président, peut-être ça va vous faire mal, mais je le dis. Parce que c'est la réalité des choses. Parce qu'un président, il n'y a pas deux mesures. Il est également parti. Merci à vous pour cette intervention, mais nous voulons nous rappeler que Afrique Média offre plutôt des plateaux républicains permettant une expression libre. Et donc, la finalité est plutôt de susciter une action positive et non négative. Nous allons tout simplement préciser donc les faits. On prend encore Fouda qui nous attend depuis la France. Et avant de mettre un paillasson, est revenu sur ce plateau. Fouda, bonjour. Est-il parti? Est-ce que M. Fouda est parti, s'il vous plaît? Ok, on va donc revenir sur ce Nous finirons par être en attendant que le standard se repositionne par tous les de la moyens meilleure des manières. Revenons donc sur ce plateau pour maîtriser. Non, il faut qu'on fasse la paix. Allô? Est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, d'accord, oui. Bonjour, je voudrais dire bonjour président Gbagbo. Et je voudrais rappeler aux uns et aux autres que parce que nous sommes des esclaves sur la terre de nos ancêtres, nous finirons toujours par être traités comme les esclaves que nous sommes, quel que soit le niveau social qui est le nôtre. Alors, pour le Cameroun, la solution est très simple. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Quand on atteint un pays, ce niveau où plus personne ne fait confiance à personne, il faut que les gens s'asseyent et comptent. Comment on fait une constituante? Des réformes politiques et on demande au Dieu suprême, c'est-à-dire au peuple camerounais, qu'est-ce qu'il veut pour son avenir. C'est très simple. Amnistie générale pour tous les crimes commis par les autochtones et leurs descendants pendant la tutelle française de notre pays. Armée-nation, chaque citoyen camerounais doit avoir une arme pour défendre sa maison, son quartier et pour empêcher qu'un individu, une fois arrivé au pouvoir, décide de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'un seul homme ne peut pas se lever et aller dire qu'il veut faire la guerre. Personne ne t'a envoyé pour dire que tu veux faire la guerre. Donc quand on atteint ce niveau, le minimum, c'est la sagesse, qu'on s'asseye et qu'on court. Aujourd'hui, l'opposition, quelqu'un a écrit une fois, quelque part, que la première victime quand il y a une guerre, c'est la vérité. Tout le monde raconte des histoires. Et nous savons, hélas, pour notre histoire récente, que nos gouvernants là, ce ne sont pas des gens qui disent beaucoup la vérité. Les Amba Boys, qui sont les héritiers de nos gouvernants là, ne disent pas la vérité. Personne ne dit la vérité. Et il n'y a que le Dieu suprême qui dit la vérité. Qu'on demande au Dieu suprême ce qu'il veut pour notre nation. C'est une aberration que le Cameroun fonctionne sur une constitution qui n'a pas été écrite par les Camerounais. C'est une aberration. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut qu'on fasse la paix. Et le moyen le moins coûteux, c'est les réformes politiques par constituante. Si on ne fait pas ça, on va s'entretuer. On va s'entretuer. Et dire que le régime de Yaoundé est fort, on a une armée républicaine, vraiment, on se rappelle quand même tous de 2008. Donc, même si aujourd'hui ça a muté, qui sait comment on peut pour vérifier ça? Qui nous dit que c'est bon? C'est nos ministres là? Ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on arrange notre pays. Bientôt, il sera trop tard. Bonne journée. Merci à vous, Monsieur Fouda. Vous nous appeliez là depuis Paris. On va donc revenir sur ce plateau, forcément, et nous mettons une boucle sur cette première vague d'appels. Nous reviendrons forcément après une quinzaine de minutes pour la seconde vague. Allons voir un peu du côté des Yaoundé. Je vous le disais à l'entame de cette émission que le programme tirera en duplex avec les contributions de la base de Yaoundé où nous attend M. Tada Nelson. Bonjour et bienvenue donc sur ce plateau de Yaoundé. La première question, me semble-t-il, pourrait vous amener à dégager déjà les premières leçons de cet incident qui, il faut dire, a totalement fait perdre du sommeil aux autorités camerounaises.
on va loger ça. Millions de téléspectateurs. Je tiens à passer d'abord un bonjour à l'abbé Thibaut Camonier qui, au cours de cette semaine, a mis en statut un titre des jeunes enfants de l'Afrique de l'Ouest qui ont chanté Wassaidi et Yatima. En fait, en mettant ce titre en statut, il a mis la photo des victimes du massacre récemment perpétré par je ne sais qui pour le moment dans la région du Nord-Ouest. Alors, ce titre m'a personnellement marqué parce que on pouvait voir la photo des enfants qui se baladaient là, on pouvait voir ces enfants qui chantaient tout en larmes en disant qu'est-ce qui ne va pas. Alors, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer? Est-ce qu'il y a déjà des leçons à tirer de là? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que la guerre n'apporte rien à personne. La guerre n'apporte rien à personne. Alors, elle va se terminer là où elle aurait dû elle aurait dû se résoudre dès son départ, c'est-à-dire sur une table. On aurait pu faire l'économie des armes, l'économie de guerre. On aurait pu faire l'économie de cette guerre-là en la réglant sur une table de négociation. Il faut écouter sa population. Dès que la population émet des revendications, il faut les écouter. Alors quand le copanéliste de Douala dit le chef de l'État a lancé un appel à la population, mais qui doit écouter qui? Est-ce que c'est la population qui est au service du chef de l'État ou c'est le chef de l'État qui est au service de la population? Je pense plutôt que c'est l'inverse. C'est le chef de l'État qui est au service de la population. Alors c'est au chef de l'État d'écouter la population. Alors quand la population émet un certain nombre de revendications, c'est au chef de l'État qui revient la charge d'écouter cette population-là. S'il ne le fait pas, alors il n'a qu'à laisser la place à celui qui pourrait écouter la population, parce que les dirigeants sont là pour servir et non pour se servir. Alors ceux qui me parlent, le copanéliste en parlant de vérité, je suis désolé, c'est pas le FSNC et son leader qui peuvent donner des cours de vérité aux citoyens camerounais. Les trois différents derniers intervenants ont fait un brillant exposé de la situation que nous vivons au Cameroun. Malheureusement, les deux premiers ont été interrompus. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'ils disaient trop de vérité. Ils ont été interrompus. Alors, je dirais que on ne saurait venir dans notre pays nous dire que la voix qu'il faut écouter, la voix qui fait foi, c'est celle du gouvernement. Je suis désolé. Notre gouvernement a passé le temps à nous dérouter, à nous donner de la mauvaise information sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la guerre, sur le plan de la gestion de notre pays, sur le plan de l'organisation. Je suis désolé. Le companiste là tout à l'heure a parlé il a parlé du bilan financier des ONG. Mais je suis désolé, si dans notre pays, aucun ministre ne fait la déclaration des biens, vous pouvez pas aller demander aux ONG de faire le bilan financier. Pourtant, la constitution camerounaise demande de faire la déclaration des biens. Vous me parlez du décret d'application de l'article 66, mais je suis désolé. Maintenant, ce que le MRC pense, et a toujours pensé, il continuera de penser, c'est qu'il faut un dialogue franc et inclusif. Quelle que soit l'âme, nous allons finir par nous asseoir sur la table, économisons en temps, gagnons en temps, venons nous asseoir sur cette table-là, appelons tous les belligérants, libérons ceux qu'il faut libérer, tous ceux qui sont impliqués dans cette sale guerre, parce qu'il n'y a pas de guerre propre dans cette guerre-là, libérons tous ceux qu'il faut libérer, mettons-les autour d'une table, et puis asseyons-nous et discutons. Résolvons ces problèmes-là autour d'une table, parce que l'Afrique a toujours résolu ces problèmes autour d'un baobab, autour d'un arbre à palabres. Alors, comment expliquer qu'un mendiant de la paix puisse rester insensible, autant insensible face aux différentes exactions de toutes parts? Parce que nous condamnons toutes les violences. Ceux qui disent que les Amba Boys, ce sont des bandits, oui, soit. L'armée fait des exactions, soit. Tout ça, c'est des violences. Nous condamnons au sein du MRC toute forme de violence. Nous ne donnerons jamais un quitus, nous ne validerons jamais, nous ne donnerons jamais une caution morale à qui que ce soit pour toute forme de violence. Nous nous opposerons toujours. Ok, Monsieur Tada, Monsieur Tada Nelson, merci pour cette première intervention. Mais nous allons faire une mise au point qui me semble être nécessaire. Lorsque vous prenez la parole, occupez-vous à uniquement votre intervention et non de parler de coupures. Vous ne maîtrisez rien des platines techniques et surtout ce qui se passe à ce moment précis. Donc vous n'avez pas à dire qu'Afrique Média a coupé la parole à qui que ce soit. Nous avons un plateau républicain nous permettant aux citoyens de s'exprimer.
pour vous qu'ils respectent les normes de la communication. S'il vous plaît, donc, restez donc dans votre domaine précis, celui qui est d'apporter votre contribution ce jour, et nous vous avons compris, vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci donc de nous avoir rejoints sur le plateau des Yaoundé. Parfait patient, donc c'est avec vous maintenant que nous ouvrons le bonjour, on va le dire ainsi. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, quelles sont, vous aussi, quelle est cette analyse qu'on peut faire de situation, celle qui s'est produite le 14 dernier à Gabon? Merci, bonjour à M. Yimkwa, merci cher ami, et bonjour à notre ami qui est du côté de Yaoundé, le communicateur de MRC, c'est ce que j'ai vu. M. Tada Nelson. Bonjour à tous les panafricains, à nos valeureux techniciens, à tous ceux qui pensent l'Afrique, tous ceux qui ont des cauchemars par rapport à tout ce qui nous arrive. C'est difficile, c'est triste, c'est insupportable à la limite tout ce que nous vivons. Mais je veux commencer tout d'abord à l'entame de ce propos par apporter un soutien indéfectible à l'armée camerounaise. J'apporte un soutien sans réserve à notre armée parce que, comme j'aime souvent le dire, si nous pouvons être sur ce plateau en train de faire les débats, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui ont des nuits blanches, qui se sacrifient au prix de leur vie pour que nous puissions avoir cette paix relative et que nous puissions mener tous les débats que nous voulons bien mener. Il y a des situations dans des pays où, parce que l'armée a été défaillante, l'armée n'a pas pu continuer à remplir son rôle régalien, celle de sécuriser, n'est-ce pas, le territoire de ce pays où les gens n'avaient plus cette vie, j'allais dire, que nous avons encore la chance d'avoir, c'est-à-dire une vie normale où les gens peuvent aller au boulot, les enfants peuvent aller à l'école, on peut faire des débats ici, parce qu'il y a des jeunes qui meurent au fond tous les jours. Et il n'y a pas qu'au nord-ouest. Il y a encore quelques jours, un jeune de mon quartier, moi je suis du quartier de Guaba, un militaire qui rentrait, qui avait obtenu une permission, est mort subitement, tués par les copains de route dans l'extrême nord du pays. Alors, ils sont des centaines de jeunes qui meurent comme ça parce qu'ils ont accepté d'être cet avant-poste de notre sécurité et nous leur devons beaucoup de respect. Donc, merci à cette armée. J'ai lu beaucoup de posts ces temps-ci et des réactions dans les médias des gens qui vilipendent l'armée. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Il faut soutenir cette armée, il faut soutenir ces jeunes gens, parce que c'est souvent, dans la plupart des cas, des gens qui meurent à la fleur de l'âge. Nous sommes tranquilles, on est dans nos bars, on est dans, je sais pas, dans nos... Et on fait des commentaires, dans nos chambres, et on fait des commentaires sur des gens qui sacrifient leur vie pour que nous puissions avoir cette paix relative. Donc, merci beaucoup à cette jeunesse camerounaise, merci à cette armée. Et je vois aujourd'hui qu'elle est de plus en plus professionnelle, elle est de plus en plus efficace. Je pense que le Niger respire un peu aujourd'hui avec la question de Boko Haram, c'est pas encore terminé, la question n'a pas été totalement réglée, tout simplement parce qu'il y a cette armée qui essaie de faire ce boulot. Alors, ce qui s'est passé au nord-ouest et au sud-ouest, moi j'ai dit nous sommes en guerre. J'avais l'habitude de dire, je l'ai dit ici une fois quand Florence Ayafor avait été martyrisée et décapitée, j'ai dit aux gens, attention, nous sommes en guerre et c'est cette guerre-là justement qu'il ne fallait pas commencer. Je ne veux pas varier sur mes positions. Je dis que nous sommes un pays. Quand on a des problèmes, il faut que ceux qui sont en charge qui sauvegardent, n'est-ce pas, notre État pour le moment, aient toujours à l'esprit qu'ils soient dans la capacité d'anticiper. Et la meilleure manière d'anticiper pour éviter ces conflits, c'est justement le dialogue. Nous l'avons dit avant, nous avons même refusé d'aller aux élections présidentielles et législatives, mais surtout présidentielles, parce qu'on avait dit, pour nous, la meilleure chose à faire, c'était pas d'aller aux élections, c'était d'abord de régler ce conflit-là. Et ce conflit, contrairement à ce qu'on peut, certains peuvent penser, ce n'est pas la faute du président Biya. Biya l'a hérité. C'est pas Biya qui a créé le conflit anglophone. Il a hérité. Maintenant, c'est la gestion, au niveau de la gestion de ce conflit, que nous pensons que la personne la mieux indiquée aujourd'hui pour nous permettre de sortir complètement de cette bérésina. Et elle a la capacité de faire, à condition qu'il prenne de bonnes résolutions. Alors, nous estimons que jusqu'aujourd'hui, les bonnes résolutions n'ont pas été prises. Le grand dialogue national inclusif qu'on avait souhaité de tous nos voeux, c'est pas ce qu'on a vu. Alors, celui qui s'est produit là, selon vous, n'est pas un dialogue? Non, c'est pas ce dialogue que nous, les républicains, nous avons souhaité. Tout à l'heure, quelqu'un vous parlait d'une constituante. On avait pensé
qu'au lieu de limiter le dialogue, n'est-ce pas, la question anglophone, il fallait ouvrir un dialogue plus vaste qui devait nous permettre de prendre des résolutions qui seront en capacité d'arracher la souveraineté camerounaise qui est encore confisquée par l'étranger. Et c'est seulement comme ça que nous serons en capacité de régler justement cette crise anglophone qui n'est rien d'autre que le continuum de ce que j'appelle le contentieux historique entre la France et le Cameroun, mais qui est devenu un autre conflit, un autre contentieux camerounais, où on dit tout et n'importe quoi là-dedans. Il y a des gens qui se disent, il faut laisser les anglophones tranquilles parce qu'ils ont une culture anglophone. Qu'est-ce que ça sert, cette histoire de culture anglophone? C'est quoi cette culture anglophone? Il faut qu'on interroge ces acteurs, qu'on laisse les gens s'exprimer sur ces questions de tous les horizons. Vous allez voir que même ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils ont une culture anglophone, peut-être qu'ils vont s'aviser et dire, mais au fait, peut-être qu'on a été grugé, comment on peut se battre sur l'un des colonial, sur la question d'un des colonial, alors que nous disons africains et camerounais. Nous nous sentons panafricains, nous disons, je ne peux pas mourir parce que quelqu'un me traite de francophone. C'est quelque chose de surréaliste. C'est un accident de l'histoire qui a voulu que de l'autre côté de Mongo, les gens, dans un laps de temps relativement court, soient dominés par les Anglais et de ce côté, que les gens soient dominés par les Français. Donc, on va parler au fond du problème. Le problème de fond, c'est notre gouvernement qui doit prendre ses responsabilités pour que, justement, les images que celles que nous avons vues à Garou ne se reproduisent plus. Parce que quand vous avez des gamins qui meurent, c'est quelqu'un qui disait quand l'absurdité, quand quelque chose d'absurde commence à vous tuer, il faut vous occuper de cette affaire-là. C'est absurde de voir les gamins mourir comme ça. Ils n'ont rien fait pour ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, c'est facile de dire, ce sont des victimes collatérales. On est passé, mais pourtant, une tête qu'on coupe, cette jeunesse-là qu'on tue, ça ne revient plus. Et la faute ne peut pas être, je le dis, imputée à l'armée, mais la faute revient aux politiques qui n'ont pas su anticiper pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans cette situation-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que justement, les sécessionnistes, excusez-moi le terme, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais les sécessionnistes, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Quand les gens engagent des combats dans des zones qui sont peuplées de civils, vous attendez à quoi? Ce qui peut arriver, peut arriver. Le ministre de la communication et celui des forces armées, le ministre délégué, ils ont donné des points de presse avec des avis bien déterminés. Je suis très mal placé à partir de mon plateau pour remettre en question ce qui a été dit. Et je ne comprends donc pas que les gens qui ne sont pas sur le théâtre des opérations aient souvent la facilité de dire tout ce qu'on dit est faux. Il faut qu'il y ait des preuves. Moi, quand il y a eu les assassinats de ces dames, leurs enfants à l'extrême nord, j'ai commencé par avoir de la retenue, mais progressivement, au fur et à mesure qu'il y avait des éléments probants qui tombaient, qui tentaient à démontrer qu'il y avait des brebis galeuses dans notre armée qui avaient commis ces actes-là, j'ai été le premier à dire que non, ces éléments, ce sont les éléments de l'armée camerounaise, contre souvent la vie de tout le monde. Mais c'est parce que j'avais, enfin, des preuves qui me permettaient d'avoir une pareille assertion. Dans le cas de ce qui s'est passé au Nord-Ouest, pour l'instant, je ne sais pas, les gens qui s'engagent à dire, oh c'est l'armée, oh c'est ceci, sur la base de quoi ils peuvent le dire. Moi, j'ai beau fouiller, j'ai beau écouter, personne ne me donne des indications claires qui peuvent démontrer que la version que l'armée aurait assassiné les enfants sont la plus plausible. Donc il faut avoir un sens de retenue par rapport à ces questions. Parce que comme je le dis, nous sommes en guerre, et dans la guerre, la communication, souvent des deux côtés, mais surtout du côté qui semble la plus en difficulté, elle est souvent pernicieuse, parce qu'il y avait quand même ça, attirer la lumière de l'actualité sur eux, sur leurs difficultés, etc., etc. Donc pour une fois de plus, c'est le Cameroun qui perd. Ce sont nos enfants qui meurent, ce sont nos femmes qui meurent, ce sont nos villages qui sont en détresse, et pour cela, les politiques doivent tout faire pour trouver des solutions, n'est-ce pas, pour régler cette question. Et pour moi, comme je l'ai dit, bien avant de parler des présidentielles, il faut absolument qu'on aille à un véritable dialogue. Il faut qu'on aille dénicher les gens là où ils sont. Il faut qu'on mette des acteurs, même ceux qui sont les plus condamnables aujourd'hui parce qu'ils font partie prenante de cette guerre-là, pour qu'on puisse leur dire, chers frères, la vie n'a pas de prix. Et surtout, un jeune pays comme le Cameroun qui entend aller de l'avant, on n'a pas du tout intérêt à se charcuter comme on le fait là. Notre conscience nous juge. Est-ce que nous comptons nos juges? Est-ce que nous ne voyons pas que nous sommes en train de prendre la mauvaise pente pour régler ce problème? Donc, à nos autorités et à tous ceux qui peuvent être autour de le faire. Mais maintenant, pour sortir, je ne veux pas d'intervention étrangère dans les problèmes.
C'est un premier principe. Les gens qui appellent l'ONU, oh, il faut que l'ONU vienne, il faut qu'il y ait un... Mais ils parlent de quoi? De quoi parlent-ils? Ils parlent de quoi, ces gens-là? Mais je continue d'insister, si nous ne trouvons pas de solution, Edouane, à cette question-là, vous allez voir ces hyènes rentrer dans la bergerie et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais pour l'instant, je pense que nous avons encore une chance, nous avons encore une possibilité de rattraper, n'est-ce pas, ce que je pense être quelque chose qu'on aurait dû faire depuis très longtemps pour essayer de trouver des solutions endogènes à ce problème. Et j'espère que toutes les voix vont se faire entendre, mais surtout que les responsabilités, chacun sera prendre ses responsabilités le moment venu. Nous en avons marre de voir nos enfants mourir, nous en avons marre de voir nos femmes mourir. Ceux qui pensent que c'est en procédant comme ça qu'ils vont régler le problème, je pense que c'est trompé. Alors, patient, on va revenir là. Avant de revenir à vous, Didier Mkwa, j'aimerais qu'on aille encore à Yaoundé retrouver notre ami Tada Nelson. Il parlait d'ailleurs dans sa première prise de parole comme étant des informations mensongères que donnerait le gouvernement camerounais. Alors, Tada, dites-nous, peut-être que vous avez des informations juste sur cette situation dans l'Ondo. Nous aimerions véritablement les connaître. Est-ce que vous êtes dans cette logique de ces 22 morts, tel que précisent alors certaines sources dans les réseaux sociaux, ou tout simplement la voix originale, je voudrais dire la voix officielle qui est celle du gouvernement, évoquant 5 morts, parmi lesquels 4 enfants et une femme? Prierais, monsieur, de ne pas me prêter des propos qui ne sont pas les miens. J'ai pas dit que les informations du gouvernement étaient mensongères, ça je l'ai pas dit. Ce que j'ai plutôt dit, c'était que ce gouvernement ne nous a pas habitués avec la vérité. En fait, notre gouvernement a déjà brillé par l'absence de vérité dans ses propos. Le copanéliste de tout à l'heure a mentionné les meurtres qui ont été perpétrés à l'extrême nord du pays récemment. Nous n'avons pas encore cité la Coupe d'Afrique des Nations et les engagements du président qui n'ont jamais été tenus, etc., etc. Donc, je vous prierai de ne pas me prêter des propos qui ne sont pas les miens. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? 1 mort, 2 morts, 3 morts, 10 morts, c'est des morts de trop. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. C'est tout ce qui intéresse le MRC. Ce sont des morts de trop. Et nous n'en voulons plus. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir autant de morts? On se met autour d'une table et puis on discute avec même la personne qu'on n'aime pas. On essaye de comprendre même si on ne partage pas. On se met autour d'une table et puis on discute. 1 mort, 2 morts, je ne vais pas polémiquer sur le nombre de morts, ça ne nous intéresse pas. C'est pas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des morts. Il n'y a jamais de guerre sans mort. Et je vais partager l'avis de mon aîné de tout à l'heure en disant que l'armée camerounaise est une victime. Elle est victime de la malgouvernance. La malgouvernance qui entraîne les guerres, qui entraîne des frustrations. Et ce n'est qu'après d'énormes frustrations qu'on aboutit aux rébellions. Et on passe des rébellions passives aux rébellions armées. Alors, moi je trouve que cette armée, elle est victime. Elle est victime, elle ne peut pas faire mieux que ça. Elle est victime. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les problèmes? On s'assoit autour d'une table et puis on négocie. Et puis on négocie. C'est par là qu'on résout tous les problèmes. Il n'y a aucune guerre qui s'est achevée par les armes. Aucune guerre. Aucune guerre. Vous pouvez, je mets à défi quiconque de me montrer un pays où une guerre qui s'est achevée, qui se soit achevée par les armes. Même les grandes guerres mondiales sont finies autour des tables. Même après Hiroshima et Nagasaki, c'est autour des tables qu'on a soldé ces différents contentieux-là. Alors, je prierai le gouvernement en place, je prierai le régime de prendre conscience du fait que quand on se dit mendiant de la paix, on fait tout pour qu'il y ait la paix. Alors, pour qu'il y ait la paix, on ne tire pas, on n'envoie pas plus d'hommes en tenue, non. On s'en va vers ces populations-là et on discute avec elles. On s'en va vers ces populations, on s'en va vers ceux qui sont les plus farouches. Parce que ce sont eux qui incitent les autres à rentrer dans les brousses. On s'en va vers eux et on discute. On vous dit, mais vous avez besoin de quoi? Mais qu'est-ce qui vous dérange tant? Et puis on essaye de résoudre ces problèmes. On n'envoie pas, on ne continue pas d'envoyer de l'armée. Ceux qui disent que les partis d'opposition et la presse n'a jamais demandé aux sécessionnistes de baisser les armes, je suis désolé. Le président Maurice Kamto a dit, le simple fait de penser prendre les armes contre son pays est un délit.
Et je ne vous apprends rien. Et il a toujours été dans cette logique-là. Le simple fait de penser, prendre les armes contre son pays est un délit. Alors, dès qu'il a dit ça, je ne sais pas ce que vous voudriez encore qu'il dise pour affirmer son attachement à la République, son attachement à la paix. Je ne sais pas ce que vous voulez encore qu'il dise. Alors, je vais éviter de rentrer dans les polémiques stériles sur le nombre de morts. Je vais éviter de me mettre en porte-à-faux où j'en ai vraiment pas besoin, où le MRC, où le Cameroun n'a pas besoin de comptabiliser ou bien de discuter sur le nombre de morts. On sait qu'un mort de plus, c'est un mort de trop. Alors nous voulons que ça s'arrête. Nous voulons que la ressource humaine dont bénéficie le Cameroun de manière divine, c'est une grâce, notre ressource humaine dans ce pays-ci. Nous voulons que cette ressource humaine-là soit au service de notre État et que ce soit au niveau des gouvernants ou au niveau des gouvernés, que ce soit au service de notre population, au service de notre nation. Nous voulons que cette ressource humaine-là ne finisse plus sous des couteaux ou bien sous des balles dans n'importe quel coin que ce soit de notre pays. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons que cette ressource humaine-là, que ces enfants-là qu'on tue, qu'ils ne soient plus tués, qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent le devenir de leur nation, qu'ils apprennent l'histoire de leur nation et qu'ils bâtissent un devenir pour ce pays-ci. Nous ne voulons plus de ces guerres-là, d'où qu'elles viennent. Nous ne voulons plus de cette violence-là dans notre pays. Nous voulons d'un pays calme, d'un pays stable. Ceux qui disent que il faudrait pas qu'il y ait intervention étrangère dans notre pays. Personne n'a besoin d'une intervention étrangère dans notre pays, mais je suis désolé. Si vous ne voulez pas des abeilles, éloignez-vous du mien. S'il vous plaît, vous avez été suivi. Il est clair que vous avez été clairement suivi. On est obligé de revenir sur ce plateau avec vous, Didier Yimkwa. Finalement, la communication semble être assez cacophonique sur cette situation. Chacun y va de son sens, selon son entendement. Mais est-ce que de là, il n'y a pas une véritable porte de sortie? Comment peut-on y remédier à une situation pareille? Non, vous ne pouvez pas dire que la communication est cacophonique. Il y a une guerre de communication, évidemment, en temps de guerre. Il y a une guerre de communication, c'est chacun qui veut tirer la couverture de son côté. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, les intérêts sont divergents. Et je voulais répondre à ce jeune du MRC là, qui est un peu pédant et même condescendant sur des bras, que le FSNC ne parle pas de vérité. C'est peut-être leur Dieu, M. Kamto, qui parle de vérité. Nous avons dit ceci, on a été clair que s'il faut discuter avec les ambazoniens qui déposent les armes, ça c'est un discours simpliste et clair. Vous lui avez demandé, vous lui avez posé question sur la communication du MINCOM. Qu'est-ce qu'il dit? Le gouvernement ne nous a pas habitués à dire la vérité. Pourquoi il n'assume pas ses propos? Il doit assumer ses propos. Parlant donc, je n'ai jamais entendu M. Kamto demander aux ambazoniens de déposer leurs armes. Qu'est-ce qu'il dit? Le seul fait de prendre des armes est un délit, ça ne veut rien dire. Ça relève de ce que lui-même a appelé la vacuité axiologique. Ça ne veut rien dire. C'est ce méso-discours, ce contre-discours, cette roublardise, cette duplicité qui complexifie le conflit. C'est son gourou, M. Kamto, qui aujourd'hui parle de la CPI, qui parle du génocide. On sait très bien que c'est un pur produit, c'est un très grand juriste. Il sait de quoi il parle. Le mot génocide revient chaque fois dans son discours. De quoi parle-t-on? Monsieur, vous adressez par un pingouin? Non, c'est parler le français. Non, c'est comprendre le français. Vous ne pouvez pas dire que votre président, M. Kamto, votre gourou, dont vous souffrez d'une certaine pathologie, le complexe messianique, n'a jamais demandé aux ambassadeurs de déposer les armes. M. Issa Chiroma a convoqué toute une presse, la presse internationale et nationale, pour dire que nous ne sommes pas fermés aux discussions, nous ne sommes pas fermés au dialogue, mais à ces conditions que les ambassadeurs déposent les armes. Parce que les ambassadeurs ne sont pas une armée conventionnelle. Alors, revenons donc à la question maintenant, Didier. Je crois que je suis assez clair. Ouais. Revenons à la question tout à l'heure. Alors, j'ai parlé d'une communication quasi cacophonique. Non, elle n'est pas cacophonique. Elle allait dans tous les sens maintenant. La communication n'est pas cacophonique. Nous sommes en temps de guerre et la communication de guerre est polysémique. Chacun a des intérêts. Les forces nationales de défense et de sécurité, le porte-parole a été clair. Et parfait, l'homme l'a si bien dit.
Ces enfants-là se battent pour nous. Et je l'ai dit tout à l'heure. Ces enfants-là, si nous sommes aujourd'hui en train de discuter avec quiétude, c'est parce qu'ils sont dehors, ils nous protègent. Vous comprenez? Donc on ne doit pas jeter l'infamie, on ne doit pas jeter l'opprobre sur les forces nationales de défense et de sécurité. Venons donc sur le chiffre. Moi, je suis contre, évidemment, la guerre des chiffres parce qu'il s'agit là de l'humanité. Lorsqu'on est traversé par une onde d'humanité, un mort est un mort de trop. Encore que c'est des morts gratuits. Vous comprenez? Mais il y en a en face qui veulent de façon emphasique récupérer cette histoire. Pour ce que j'ai déjà dit, doit-on me répéter? Parce qu'il y a un processus de criminalisation de ce conflit sous fond d'économie de guerre. Les gens en profitent, je l'ai dit. Vous comprenez? Les gens, il y a certains acteurs de la société civile, pas tous, je le dis c'est bien, qui profitent, qui ont des fonds pour ce type de discours, pour ce type de méso-discours. Vous comprenez? Il y a des hommes politiques, des activistes qui doivent justifier peut-être l'immigration clandestine, placer les émigrés, les exilés politiques par-ci par-là. Il faut justifier par ce discours emphasique. Il ne faut pas oublier le contexte, monsieur. Le président Biya aujourd'hui, je crois, 88 ans. Ce régime, en 60 ans, a engendré des niches de bourgeoisie. Vous avez des bourgeoisies militaires, vous avez des bourgeoisies dans l'administration, vous avez une collusion entre le politique et une classe d'affaires. C'est des réseaux qui se battent férocement. J'ai parlé tout à l'heure de la franchisation de ce conflit. Le problème du Nord-Soudan n'est plus une affaire seulement des anglophones. C'est aussi une affaire de tous les Camerounais. Vous avez des faucons partout. Vous avez des faucons du côté des anglophones, vous avez des faucons du côté des francophones. Vous avez aujourd'hui des gens qui pensent que Biya, que 37 ans, 38 ans, c'est trop, il doit partir. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui demandent qu'il y ait une force d'interposition dans le Nozo pour contraindre le président Biya, l'hégémon central, à dialoguer en une position. J'ai pris le cas, par exemple, de Mme Kawala, qui demande aujourd'hui une transition à la tête de l'État sans Paul Biya. Elle est claire, elle a si bien dit. Donc moi je pense que ce méso-discours, ces roubladistes, ces entrepreneurs du chaos qui se cachent derrière des cartes politiques, ma foi, complexifient cette histoire. Il ne faut pas oublier que le Cameroun est certains appellent cela un consensuel colonial, c'est vrai. On le sait très bien. S'il y a une personne aujourd'hui qui maîtrise correctement le problème anglophone, c'est le président Biya. Le président Biya rentre au Cameroun en 1962. Après avoir fait un tour chez M. Tekimbomo, il est rentré à la présidence. Moi, j'ai eu la chance, étant étudiant, de rencontrer M. Senghakwo. Je l'ai rencontré quand je faisais les noms botaniques. Vous comprenez? Son épouse, sa fait épouse, qui aimait beaucoup les plants, a fait que j'ai rencontré le président Senghakwo, le ministre Senghakwo, pardon. Il avait dit ceci, je ne sais pas sur quoi nous sommes partis. Il m'a dit un jour, mon fils, j'ai commencé à connaître le président Biya, la relation entre le président Biya et le président Ahidjo, lorsqu'on lui a confié le dossier sur le problème anglophone, juste avant la réunification de 1972. C'est M. Biya, en tant que, je crois, à l'époque, il devait être directeur du cabinet civil, c'est lui qui a piloté ce dossier. Il a dit, le président Biya aurait dit, il est mort, M. Senghakwo mort aujourd'hui, que le président Biya avait dit que cette histoire, la démarche n'était pas très bonne, que tôt ou tard, on devait avoir, ça devait créer, que l'aspect tel que c'était parti était un peu schizogène. Il avait dit ça. Alors c'est le pas un secret. Pour dire que non, je l'ai dit, il me l'avait dit. J'ai un témoin, hein, il n'est pas mort, mon ami là, Yaoundé, on faisait les études botaniques ensemble. Il nous a dit que c'est une affaire. Donc il maîtrise bien les tenants et aboutissants de cette affaire. Nous pensons encore que il a une main tendue. Il faut saisir cette main tendue là. Il est prêt à négocier. Il a encore dit le 10 février qu'il a la main tendue. À cette jeunesse. À cette jeunesse-là. Il faut que les gens déposent les armes et discutent et qu'on dépasse sur peut-être la nature de l'État. S'il vous plaît, Didier Boufoua, nous n'avons plus assez de temps. On va maintenant aller un peu très rapidement et surtout il faut rester très précis et concis dans vos prises de parole maintenant. Patient, parfait d'homme. Finalement, que dire de cette récupération politique de cet incident de Gabou? On voit des ONG, on voit des partis politiques qui gravitent autour de cette affaire et tous ont quasiment le même langage.
Honnêtement, je ne suis pas dans la posture d'un opposant au régime de Biya. C'est quand même visuel qu'il y a une récupération. Oui. Or, je suis un opposant à ce régime. Je suis dans la posture d'un citoyen qui en a marre de voir cette guerre stupide, de voir ces morts inutiles. Je ne peux plus l'accepter. Je pense qu'on arrête de faire de commerce sur la mort de nos enfants. De quel camp qu'on soit, il faut éviter de faire du commerce de la mort de nos enfants. Ceux qui ont fait de cette crise-là un fonds de commerce parce qu'ils sont aigris par rapport à la marche peut-être de pays, ils espéraient peut-être loger à notre enceinte, ils n'y sont pas. C'est pas du tout bien. J'écoute beaucoup de choses dans les médias. Et je dis, moi, je ne varie pas dès le départ. Je vous ai dit dans cette affaire, laissez les élections présidentielles. Les gens sont allés aux élections présidentielles alors que la crise anglophone battait son plein. Ils ne se souviennent pas de ça. Alors, je ne suis pas Paul Biya ou bien telle opposition, je m'en fous. Ce que je dis, j'ai souhaité pour ce pays un dialogue national inclusif. Je vois une banderole que vous avez affichée qui le dit. Parce que ce dialogue national inclusif nous aurait permis d'arracher notre souveraineté qui est encore confisquée par l'étranger. C'est ça le problème. Et à partir de ce moment-là, nous aurons donné les meilleures cartes pour résoudre ce conflit. Or, les gens... Je suis sidéré. Et cette posture, et c'est pour ça que j'avais fustigé le gouvernement en parlant de pourrissement dans le début de ce conflit. Ils ont laissé pourrir la situation. Aujourd'hui, tous les opportunistes se sont engouffrés dans cette fissure pour faire n'importe quoi. Parce que le régime a laissé pourrir la situation. Dès le départ, on avait les sécessionnistes, je vais vous dire, Raoul Pépin, c'était une infime minorité. C'est vrai qui essayaient de se faire entendre tous le 1er octobre. Mais le gros des gens qui avaient commencé, c'est vrai que d'autres ont basculé après, parce que les gens, par opportunisme, ont l'habitude de le faire, c'était pas les gens qui étaient pour la sécession. Les sécessionnistes ne sont pas majoritaires dans la partie anglophone. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. Mais, parce qu'ils sont dans un espace où c'est la terreur qui impose le respect aujourd'hui, c'est pour cela que on en arrive là. Alors, donc je continue de dire et d'insister, de dire à notre régime, il faut essayer de rectifier le tir. Ce qui s'est passé là comme dialogue national, qui n'était pas le grand dialogue national inclusif, alors vous voulez a démontré ses limites. Oui. Il est grand temps aujourd'hui qu'on puisse faire encore le pas qualitatif pour essayer de renouer autour de tout. Je crois que c'est Fouda qui parlait tout à l'heure. J'espère qu'elle doit être inclusive pour qu'on règle le problème du Cameroun, et en réglant le problème du Cameroun, on va régler la question de la crise anglophone. Ok, ça, vous avez été sévèrement compris. Alors, ouvrons donc cette deuxième vague d'appel. Nous allons partir tout de suite en Côte d'Ivoire. Monsieur, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Ligne Rouge. Le pasteur de Kofi. Est-ce que le monsieur de la Côte d'Ivoire est encore là? Ok. Il y a des petits problèmes techniques. Patient, Didier Imkwa, je reviens à vous avant d'aller certainement. Ok, monsieur Jean, bonjour et bienvenue donc sur ce plateau de Ligne Rouge. Bonjour, Raoul Pépin. Bonjour, Pépin. Alors, bonjour. Ouais. Allez-y, bonjour. Est-ce que c'est une... Bena, pasteur. Si c'est une... Donc, je reviens. Je pense que vous m'entendez bien. Si c'est une... Allez-y, nous vous entendons parfaitement.
suis en train de parler. Allez-y. Lui dit que Alors, s'il vous plaît, vous allez régler ces problèmes techniques. Oui. Bonjour, M. Benabena. J'interviens ce matin, bonjour à votre panel. J'interviens ce matin pour parler des morts du Nozo. En fait, mon intervention, c'est au niveau de l'incohérence même du MSC. Le monsieur de Yaoundé vient nous dire que le professeur Kamto, le MSC prône le dialogue avec toutes les parties. Mais le MSC n'a plus de leçons à donner au gouvernement camerounais. Le MSC a démontré qu'il ne pouvait pas dialoguer parce que M. Kamto lui-même a refusé de rencontrer les sécessionnistes. Alors, il ne peut pas aujourd'hui venir nous dire que il faut dialoguer avec tout le monde, alors qu'eux-mêmes sont incapables de dialoguer avec ces gens. Alors, qu'ils arrêtent l'hypocrisie. Le MSC a fait coalition aujourd'hui avec la BAS. Pour moi qui vis en Europe, j'ai remarqué au dernier meeting du MSC, M. Kamto avec les gars de la BAS, cette même BAS qui a tenu une réunion en Allemagne et qui a dit acheter les armes pour ravitailler les Ambaboy. Donc, face à ce genre d'incohérence, le MSC est très mal placé pour venir nous dire que le gouvernement ne fait rien. Alors qu'ils se taisent. D'ailleurs, ils n'ont pas participé aux élections. Je ne sais pas trop, oui, pour la cohérence nationale, vous les invitez sur des plateaux, mais c'est un parti qui n'existe plus. Ce qui s'est passé au Nozo, il ne faut pas être magicien pour comprendre que les Ambaboy aujourd'hui sont en train d'inviter la communauté internationale à venir, et c'est ce que le MSC veut. Ils tuent des gens, ils portent des tenues militaires pour faire en sorte, pour faire croire à la communauté internationale que c'est l'armée qui tue. Mais de vous à moi, nous voyons tous les jours l'armée arrêter des soldats, des Ambaboy, les mettre en prison. Quelle est cette armée qui, d'un coup, arrête des soldats qui sont armés pourtant, les amène dans des prisons? Et cette même armée qui est capable de tuer des enfants innocents et des femmes. Soyons cohérents à un moment. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie. Il ne faut pas que le MSC nous fasse croire que nous sommes tous des imbéciles. Donc ils arrêtent ça. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. C'était l'objet de mon intervention ce matin. L'incohérence même du MSC. Incapable de rencontrer les anglophones aux États-Unis ou les ambazoniens, mais venir nous dire qu'ils prônent le dialogue, qu'il faut parler à tout le monde. Eux-mêmes sont incapables de le faire. D'un autre côté, ils s'allient aux gens qui achètent des armes pour entretenir une guerre. Et ils sont les mêmes qui organisent des marches après qu'il y ait des morts. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée à vous. Allons-y à Côte d'Ivoire. On nous attend certainement ces téléspectateurs. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Allô? Oui, bonjour Raoul. Bonjour à tous les panélistes. Monsieur, nous sommes africains, je suis ivoirien, mais tout ce qui se passe au Cameroun nous concerne parce que vous voyez, nous sommes liés, nous sommes des frères. Même vous voyez, quand c'est le football, que c'est le Cameroun qui joue en Coupe du Monde, nous sommes contents de ces exploits. Donc ce qui se passe là-bas nous intéresse. Alors, je voudrais dire que Patient Parfait a tout dit. A tout dit. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des assoiffés de pouvoir. Il y a des assoiffés de pouvoir qui veulent instrumentaliser tout. Ils veulent instrumentaliser tout. Parce qu'ils veulent venir au pouvoir. Il faut arrêter ça. L'Afrique n'est pas bien de ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire même quand ils vont venir au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel espoir vont-ils faire? Il faut arrêter d'instrumentaliser ces genres de situations. Il faut se résoudre. Ah ben là il est parti.
Nous allons prendre cette dame qui nous attend également au standard. Nous restons. Madame, bonjour et bienvenue donc sur le plateau d'Afrique Média. Bonjour, monsieur Benabina. Bonjour, le panel. Je dis bonjour à monsieur Daniel, à monsieur Margot, Abou, le PDG d'Afrique Média, je l'embrasse. Bonjour aussi au président Barakani que j'adore. Moi, je voudrais dire que le président Biya a un porte-parole. Et ce dernier peut lui l'envoyer, il peut aller partout. Le président Biya n'est pas obligé de se déplacer. Et nous, toujours savons ce qui se passe. Mais regardez un peu la Libye. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Pretoria 1, Pretoria 2, Pretoria 3, Pretoria 20. Mais quand même, ils ont délogé ce monsieur. Ils sont venus placer l'étranger à la tête. C'est la même chose qu'ils veulent faire au Cameroun. Le Cameroun est riche. Le Cameroun est riche. Les gens de MNC, je vous en prie. Je vous en prie. Le sang est au Cameroun. Ne faites pas semblant. Nous avons vu la moto vision. Cotisons pour aller tuer nos frères au Cameroun. Le diable est là. Le Cameroun est riche. Les gens veulent venir tuer les Camerounais. Ne faites pas semblant là. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce qu'on fait en Libye, les Camerounais guinéens, aujourd'hui, la Russie, la Turquie, la France, les États-Unis, eux tous sont en train de piller ce pays. Les Libyens pleurent. La Côte d'Ivoire est dans une comme étranger dans notre propre pays. C'est la même chose. Le président Biya, lui n'est pas fait sur cette terre. Mais ce monsieur a été de protéger vos biens. C'est pour vous. Il est déjà vieux. Mais c'est pas une principauté, c'est poussé. Mais vous voulez tuer ce monsieur. Forcez. Forcez. C'est-à-dire que, non, vraiment, le noir, nous sommes comme nous. Ça me fait mal. Ça me fait mal que vous venez sur le plateau pour raconter votre vie. Cotisons. Vous pissez sur la photo des présidents. Allez pisser sur la photo de Donald Trump. Si vous pissez sur la photo, ils vont aller vous chercher. Vous allez faire la prison. Vous pissez sur la photo de ce monsieur. Vous faites n'importe quoi. Mais quand même, réfléchissez un peu. C'est les Camerounais qui meurent. Et ils veulent affaiblir l'armée. Puisque l'armée a affaibli, c'est fini. Mais vous ne pouvez pas. Parce que ce pays-là est béni. Ce pays est béni. Pardonnez. Vraiment, moi, j'ai mal. Merci pour tout ce que vous faites. Afrique Média, merci. Grâce à vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous, madame. Nous avons la bénédiction du ciel. Merci également. Restons en Côte d'Ivoire où nous attend un autre téléspectateur. Monsieur, bonjour et bienvenue donc sur le plateau des Lignes Rouges. Oui, bonjour. Bonjour. Et bonjour, monsieur Raoul. Bonjour, monsieur Raoul. Bonjour, monsieur Parfait. Bonjour à ces panélistes. Un bonjour particulièrement aux représentants de MRC. Je veux le dire qu'ils ne se découragent pas. Donc nous, en Côte d'Ivoire ici, M. Ouattara a subi toutes ces injustices-là. Mais aujourd'hui, il est président, qui ne se décourage pas. Et tout ce qui arrive au peuple camerounais, vous le méritez. Parce que vous n'arrivez pas à dire la vérité à vos présidents. Donc, tout ce qui va arriver, par finir, président Biya va finir à la CPI comme président Gbagbo ou président soudanais. C'est ce que j'aimerais dire ce matin. Tant que vous ne dites pas la vérité au peuple camerounais ou au président Biya, tout ce que vous méritez, tout ce qui vous arrive, vous méritez ça. Je m'arrête là. Forcément, elle a été bien entendue. Et elle est d'ailleurs entrée dans les oreilles des qui de droit. Merci. Et y a-t-il encore d'autres interventions au standard là? Ok. Nous récupérons d'ailleurs ce... Bon, d'accord, nous revenons donc sur ce tour d'étape. Forcément, il nous reste juste une dizaine de minutes pour sortir de ce programme.
Alors, Didier Yimkwa, allons d'abord à Yaoundé, où nous attend Tada Nelson, l'un des communicateurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est dans nos studios de Yaoundé. Alors, Tada, menons un peu la réflexion pour cette sortie de crise, puisque nous sortons également de ce programme. On suppose qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des bavures. Maintenant, on va forcément vers des conclusions. Dites-nous de façon formelle, est-ce qu'il y a des chances quand même de sortir de cette affaire et de reconstituer un Cameroun où les gens vont se regarder en face et dire, écoutons, vivons ensemble? Effectivement, bien évidemment, il y a des sorties de crise, il y a des moyens de sortie de crise et nous n'avons de cesse que de le répéter. Il est pour nous évident que le seul moyen et l'unique moyen de sortir de cette crise, c'est par le dialogue. Parce que, voyez-vous, les gens ne vont pas en exil parce qu'ils sont contents de la façon dont leur pays se porte. Ils ne vont pas en exil parce qu'ils sont trop en sécurité dans leur pays. Les opportunistes ne trouvent que de l'espace parce qu'on a créé cet espace-là pour eux. Mon grand frère, mon cher aîné parfait, a dit tout à l'heure que les sécessionnistes étaient minoritaires. Il a pleinement raison. Mais c'est parce qu'on a laissé de l'espace qu'ils se sont multipliés et par la terreur de tous les côtés, ils ont gagné de l'espace parce que ce n'est pas en opposant la terreur que ça a résolu ce problème-là. La preuve, de 2016 à 2020, aujourd'hui, la 4e année, on ne va que de hausse en hausse, d'escalade en escalade de violence. En parlant de l'incohérence du parti, c'est vous qui êtes, ma foi, incohérent, parce que vous dites à un moment, le MRC est allié à ceux qui cotisent pour financer les sécessionnistes. À un autre moment donné, vous dites que le MRC refuse de discuter avec les sécessionnistes. Bon, je vous laisse à vous la latitude d'analyser votre français, parce que vous semblez connaître très bien ce français-là. Et pour le copaniste de tout à l'heure qui disait que le président Biya ira à la CPI, je pense que la logique du MRC est clair. Les Africains doivent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Les Africains doivent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Nous devons éduquer, éveiller les consciences des Africains pour qu'on le fasse. Le procès du président Maurice Kamto, qu'il défend, nous montre à suffisance qu'il est là pour défendre un État africain face à un État européen. Donc, ceux qui pensent que le MRC ouvrirait une quelconque porte à l'extérieur pour venir s'attaquer à l'Afrique, qu'ils voient ce que le président Maurice Kamto est en train de faire pour la Guinée équatoriale, pour sauvegarder les intérêts de la Guinée équatoriale. Alors, je finirai en disant que il nous faut dialoguer. Il nous faut un dialogue franc inclusif. Quel que soit ce que X et Y va dire au sujet du MRC par rapport à ce dialogue, moi, je vais rester, tout comme le MRC, droit dans ses bottes, tout comme Edith Kabanwala, Michel Ndoki, Maître Alice comme Marie Lissouk et tous, le Club 13, tous ceux qui sont dans cette logique-là, le dialogue franc et inclusif, parce que c'est à la table qu'on résout tous les problèmes en Afrique. Ce n'est que sur une table qu'on résout nos problèmes dans notre continent. Merci. Merci à vous pour cette intervention, Tada Nelson. C'est vrai que quelqu'un disait tout à l'heure que le MRC n'existe plus parce que vous n'êtes pas parti aux élections législatives et municipales, mais nous lui réservons ses propos. Nous savons que vous existez toujours en tant que parti politique puisque vous êtes bel et bien enregistré dans le registre du ministère de l'administration territoriale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Didier Yimkwa, nous sommes certainement en train de sortir de ce programme maintenant. On va vers les conclusions. Y a-t-il des issues de sortie de crise? Bien sûr, j'ai un ami anglophone qui disait qu'un problème qui n'a pas de solution n'est pas un problème. Vous savez, l'histoire du Cameroun est marquée des temps forts que nous avons ratés. Déjà, je crois en 1959, le prince Daniel Kemajou était député à l'Assemblée nationale lors de la prise de la parole sur la requête de M. Aïdjo sur les pleins pouvoirs. Il avait expliqué, parce que nous étions dans un environnement assez précaire, parlant de la paix comme celui-ci, il avait dit à M. Aïdjo à l'époque que l'option militaire n'était pas la meilleure et qu'il fallait dialoguer. Il avait parlé pour la première fois de la table ronde. Il avait d'abord de conditionner l'organisation de cette table ronde par l'amnistie générale pour
tous les enfants, les fils et filles du Cameroun. Moi, je repense à un mot. Il parlait comme ça de Omniobe, de Wanji et tous les autres, tous les spécistes. Donc, il avait dit que l'option militaire ne pouvait pas nous amener à bon port. Il fallait cette table ronde pour discuter avec tous les enfants et construire un Cameroun nouveau. Bon, M. Aïdjo a choisi sa voie. En 72 encore, vous aviez reçu un jeune étudiant, je crois, en doctorat de l'université de Chiang ici, qui avait un ami, on produit un livre sur Fumban 2, qui expliquait comment Fumban 1 n'était que de l'esbrouf. Vous comprenez qu'il y a eu des actes manqués et que c'est là, malheureusement, peut-être le début du problème anglophone. Le docteur Albert Dortmund qui venait bien. Voilà, moi, j'ai très bien lu ce petit bouquin-là qui est fort intéressant. Il démontre comment, à Fumban, on a passé le temps à faire des jeux de passe-passe. Malheureusement, le Cameroun, ça n'a pas bénéficié au Cameroun. Ils sont même allés avec son co-auteur, à penser jusqu'à Fumban 2. Donc, on a aussi eu la tripartite. Je crois qu'à la tripartite en 91, si on avait respecté peut-être les recommandations, la décentralisation, on ne serait pas là aujourd'hui. Bref, on ne doit pas revenir sur les thérapies, le problème est là. Je crois qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec tout le monde et puis pourquoi pas revenir sur les propositions du prince Daniel Kamajou, député à l'Assemblée nationale et membre du parti des paysans unis. C'était un parti politique créé par un certain Kangé Ewane, je crois, si je ne me trompe pas. Il faut l'amnistie générale, il faut discuter avec tous les enfants. Il faut même discuter pas seulement de la forme de l'État. Ça veut dire que vous rappelez aussi, de la nature. Vous appelez aussi un autre dialogue. Oui, de la nature. C'est-à-dire celui qui a été fait là il y a quelques temps n'a pas été assez convaincant. Il faut être, à un moment donné, il faut éviter d'être nihiliste. Il faut éviter le déni. Il faut savoir décrypter un certain nombre de signaux. Si on a fait un dialogue et que les enfants continuent de mourir, parce que le problème, ce n'est pas une question de nombre. C'est que on a tué, il y a des gens derrière, des opportunistes qui profitent grassement de cette guerre. Alors, mais il faut arrêter ça. Non, je vous relance. Est-ce qu'ils cesseront de profiter de cette guerre lorsqu'un autre dialogue viendra? Puisque vous évoquez le fait que le grand dialogue national n'a pas porté les fruits, alors qu'on y sommes. Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas porté les fruits. Le grand dialogue, nous avons quand même... le grand dialogue, comment vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas porté les fruits? Ça a été une forme de... Les gens ont discuté, même si tout le monde n'était pas là. Évidemment, même s'il y a dialogue aujourd'hui, tout le monde ne sera pas là. Mais je pense que il faut penser déjà, si vous voulez, à mettre en place toutes ces recommandations du grand dialogue national, même de la décentralisation. Il faut déjà faire certaines choses. Il faut écouter en face. Il faut écouter tout le monde. Parce que le Cameroun n'appartient pas à une seule personne. Le Cameroun n'est pas l'affaire de Paul Biya. Vous comprenez? Lui-même, il est arrivé, comme il a si bien dit, je crois que c'était la dernière conférence nationale de l'UNC, il a si bien dit que tous les hommes passent, mais la nation demeure. Donc lui-même va passer. Donc le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc je pense que l'occasion faisant le larron, on peut ouvrir le débat. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun est un consensus, est un héritage colonial. Il faut ouvrir le débat aujourd'hui, peut-être pas seulement sur la forme de l'État, mais sur même la nature de l'État. Pourquoi pas? Donc, il faut couper les herbes sous les pieds de ces amazoniens-là, qui sont manipulés par des manipulateurs. Il faut arrêter cette guerre-là, parce que beaucoup de gens en profitent. Parce que si ça continue, on a déjà tué toute l'économie de cette zone-là. Il ne faut pas maintenant tuer le politique. Parce que si on rentre là dans l'abîme, si on rentre dans le désordre national, comme disait Zao, tout le monde va cadavérer. Alors Didier Ibouka, on vous a suivi, merci pour cette intervention, probablement la dernière d'ailleurs de ce programme. Parfait patient d'homme. Est-ce que la décentralisation finalement est une solution à ce problème? C'est-à-dire la mise en œuvre réelle et formelle de la décentralisation telle que le cours de décentralisation définit? Mais avant de répondre à votre question, nous sommes là dans la gestion des victimes collatérales de cette guerre stupide, n'est-ce pas? Et on n'en parle pas assez, mais il y a d'autres victimes de cette guerre stupide qui attendent aussi la même compassion de la part de l'État. Ce sont les populations Bororo du Nord-Ouest. Tout à fait. Et aujourd'hui, ils sont l'une des principales cibles des sécessionnistes.
sous le fallacieux prétexte que ces populations Bororo seraient du côté de l'armée camerounaise. Il faut arrêter cette affaire. Il faut dire à ces gens qui s'attaquent à ces paisibles populations que j'ai moi-même eu la chance de visiter les villages au niveau du nord-ouest de la zone de Ndou, de Tatou, de laisser ces gens-là tranquilles. La Peul. Dans le Ndongamanto. La Peul, la Bororo. Oui, c'est Bororo qu'on peut assimiler un peu au Peul, mais arrêter qu'ils sont des populations nomades qui sont des éleveurs. Donc ils vont de pâturage en pâturage. Ils vont de pâturage en pâturage. J'ai vu des images de jeunes Bororo assassinés, de femmes Bororo grièvement blessées. Il faut dire à ceux qui parlent à ces sociétés d'arrêter. Parce qu'ils ne peuvent pas attirer la compassion de qui que ce soit quand ils commettent des actes pareils. Et ceux qui parlent de génocide, on peut penser qu'il y a un plan de génocide comme des Bororo. Vous voyez donc ce que c'est la guerre? Quand vous déclenchez une guerre, ça devient quelque chose de presque incontrôlable. C'est pour cela que j'insiste, je l'avais dit tout à l'heure, il me parlait de la nature, la question de la nature de l'État et de la forme de l'État. C'était les arguments que nous avons mis avant, au début de cette crise. Et où on disait, allons régler ces problèmes. Réglons d'abord ce problème. Arrachons notre souveraineté par le biais d'un véritable dialogue national inclusif. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Il y a des formations politiques qui l'ont dit. Il y a le stand-up du PC Mindem, le PC Publica, voilà. Mais nous, à l'Alliance patriotique, dans le SG, nous l'avons dit et insisté. On a dit, les élections présidentielles ne servent à rien tant qu'on ne règle pas ces problèmes. Parce que pour organiser de meilleures élections dans de meilleures conditions, il faut qu'on soit un État souverain. Pour l'instant, on ne l'est pas. Et on vend du vent à n'importe qui. On dit aux gens, si vous allez voir l'ONU, si vous allez voir, je ne sais pas, Thibon Nagui, c'est celui qui va vous donner le pouvoir. Au sécessionniste, on dit, si vous allez voir tel, c'est celui qu'on va faire la partition et vous allez gérer le pétrole. Quel pétrole? Vous allez gérer quel pétrole? Le Cameroun est plus grand que cela. Et c'est pour cela que je pense que, malgré les petites divergences qu'on peut avoir, si les gens sont vraiment des gens sérieux et ils peuvent mettre par la terre, on peut s'asseoir de nouveau et essayer de discuter de nos problèmes parce que c'est important. D'accord, vous répondez à la question maintenant. Est-ce que la décentralisation peut régler ce problème? Moi, écoutez, je me pose à ce régime depuis plus de 30 ans. Le principe de la décentralisation n'est pas nouvelle. Depuis la Constitution de 96, la décentralisation est inscrite dans notre Constitution. Pourquoi elle n'a jamais été appliquée? Sauf que maintenant, il peut être accéléré avec des nouveaux... Il me vient de vous le dire, le dialogue national là, qui a arrêté un certain nombre de décisions. Pourquoi ça traîne pour qu'on les implémente? Pourquoi ça traîne? J'ai bien peur que la même vitesse de la tortue va être celle qui va présider à l'exécution des décisions de ce dialogue. Donc, c'est ça le mal camerounais. On a beau tourner la question dans tous les sens, on va se rendre compte que nous avons les mêmes acteurs qui ont la même culture politique, la même pratique politique, et c'est ça qui crée justement ces crises à répétition. Alors, mais vous avez les conséquences, c'est que vous avez ces maires qui doivent quand même être installés, qui sont d'ailleurs ces acteurs, je voulais dire des principaux acteurs du démarrage de cette décentralisation. Est-ce que c'est les maires les problèmes? Ce n'est pas un problème de maire, les textes existent, c'est le problème d'appliquer ces textes. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans un état où les gens sont venus un matin nous dire que c'est normal qu'on puisse avoir deux constitutions parce que pour l'instant on n'a pas encore les moyens de... Mais c'est incroyable. Donc, je vous dis, c'est une question de culture et de pratique politique. Le régime actuel a une culture et une pratique politique avec une vitesse de la tortue qui fait à ce que on a beau avoir les meilleurs textes du monde, mais les appliquer pose problème. C'est pour cela que nous avons cette crise. Alors, une minute chacun a une question. Didier Imkwa, quelles peuvent être donc les conséquences de tel incident qui s'est produit le 14 février dernier? L'image du Cameroun est entachée et cela peut affecter, influencer négativement même nos rapports sur le plan économique. Vous savez, l'argent n'aime pas du bruit. S'il vous plaît, allez du droit à la question. Oui, l'argent n'aime pas. Parce que aujourd'hui, le Cameroun, même si vous tapez sur le Cameroun aujourd'hui, déjà, ils sont très nombreux les Camerounais qui saluent l'image du Cameroun. Le Cameroun n'est plus un très grand risque. Les gens ont peur de venir investir dans ce pays parce que même certains de nos compatriotes de la diaspora démontrent que le Cameroun c'est l'enfer. Vous comprenez? Donc c'est ce discours que certains veulent envoyer pour faire croire que le Cameroun c'est un enfer, il ne faut pas investir au Cameroun. Tout simplement parce que derrière ça, il y a un agenda caché. On veut que le régime tombe. Parce qu'il ne faut pas oublier que
beaucoup d'acteurs politiques les conséquences aujourd'hui peuvent être néfastes. veulent régler leur compte à Paul Biya. Ils pensent que 38 ans c'est trop. Ils pensent que sinon on ne peut rien faire par les unes, il faut choisir d'autres voies. Donc, moi je crois qu'il faut penser au Cameroun, il faut penser aux pauvres Camerounais qui n'ont rien à voir avec la politique. Tout à fait. Alors, et rentrer sur le processus de la pacification. Ok. Alors, patient Papin Dom en une minute également, quelles peuvent être les conséquences d'un tel incident? Mais les conséquences elles sont néfastes pour l'image du pays. À l'extérieur, vous avez vu, les gens qui ne sont même pas des Camerounais sont saisis de problèmes. On parle de la réaction de Djiro, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de fake news aussi, mais si elle est avérée, ça veut dire que l'affaire a largement dépassé le cadre du triangle national et du point de vue des Camerounais. C'est cette image d'accord que nous projetons en avant comme un État, surtout avec une armée, et c'est là où je m'offusque contre cette présentation de l'armée, contre cette, n'est-ce pas, qui commet des crimes contre son propre peuple. Ça, c'est inacceptable au niveau de la conscience humaine, d'avoir les gens qui sont censés vous protéger, mais que ce soit ces gens-là en même temps qui vous touchent. C'est inacceptable. C'est pour ça que je continue de dire, il faut qu'on sorte rapidement. Et on peut le faire. Il faut redorer le blason Cameroun. Nous avons la capacité de le faire à condition que les gens se réveillent enfin, parce que j'ai l'impression que nous sommes dans une léthargie, nous sommes dans un sommeil comateux parce qu'il y a des gens qui défendent les intérêts et d'autres veulent pousser les pions à leur avantage par rapport à cette situation-là. Le Cameroun est un grand pays, ressaisissons-nous, allons de l'avant, arrêtons de faire de cette guerre-là un fonds de commerce, n'est-ce pas, pour arriver au pouvoir, je ne sais pas comment. Il faut qu'on mette tout ça de côté et que ce soit d'abord le Cameroun, que ce soit notre ambition première soit de refaire du Cameroun un pôle d'excellence, un pôle de respect, n'est-ce pas, qui était, comme ce fut le cas dans un passé pas très lointain. Et nous pouvons le faire parce que nous avons les intelligences, nous avons des hommes à la hauteur, nous avons des institutions qui peuvent être améliorées à condition qu'on le veuille, etc. Merci à vous, patient Papin Dom, merci à vous, Didier Yimkwa, et bien sûr notre ami Tada Nelson. Depuis le studio de Yaoundé, merci à tous qui ont réagi sur ce programme. Je pense à nos amis de la Côte d'Ivoire, la France, d'Allemagne. Et bel et bien du Cameroun, merci à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles qui ont mis en musique ce programme de ce jour. Il ne reste qu'à vous souhaiter excellente journée sur Afrique Média et surtout ne quittez pas parce que tout à l'heure vous aurez un autre débat, cette fois-ci en langue haussa et vous allez certainement aimer. Très bonne journée et à la prochaine.